Paris, 1890. Imaginez une ville baignée par la lumière artificielle naissante des réverbères à gaz. Une cité qui palpite au rythme frénétique de l'innovation et de l'ambition. C'est l'aube d'un nouveau siècle, la capitale mondiale de l'exposition universelle, où la Tour Eiffel, à peine inaugurée, s'élance déjà comme un symbole audacieux du progrès. Des calèches, tirées par des chevaux aux crinières fières, sillonnent les grands boulevards haussmanniens, tandis que l'air vibre d'une effervescence culturelle et sociale sans précédent. C'est l'âge d'or des salons littéraires, des cafés foisonnants d'idées, des théâtres où l'on découvre les dernières pièces et des grands magasins, temples de la consommation moderne. Pourtant, derrière cette façade rutilante de la ville lumière, se cache une réalité bien plus nuancée, souvent crue. Pour chaque dame élégante vêtue de soie et d'une ombrelle délicate, pour chaque monsieur en haut de forme pressé de rejoindre la bourse, il y a des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dont le quotidien est une lutte constante. Le contraste est saisissant entre le faste des quartiers chics et la dureté de la vie dans les faubourgs industriels. La misère côtoie la grandeur, l'opulence effrontée se drape à côté de la pauvreté la plus abjecte. Plongeons-nous dans une de ces rues typiques. Le pavé est luisant de l'humidité matinale, reflétant les enseignes des boulangeries où l'odeur du pain chaud se mêle à celle du charbon. Des passants en habits d'époque se pressent, un ouvrier à la casquette vissée sur la tête, une marchande de légumes au tablier taché, des écoliers en blouse, cartable sous le bras. Le son des sabots sur le macadam, le cri des camelots, le tintement lointain d'un tramway tiré par des chevaux, tout concourt à nous immerger dans ce Paris d'antan, un monde à la fois familier et lointain. Au cœur de cette mosaïque urbaine, la famille parisienne occupe une place centrale, mais sa vision est souvent idéalisée. L'image de la famille bourgeoise, unie et prospère, trône dans l'imaginaire collectif. Pourtant, cette vision ne reflète qu'une infime partie de la réalité. Comment les familles, qu'elles soient aisées ou modestes, parvenaient-elles à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie urbaine à la fin du XIXe siècle? Comment les contraintes économiques écrasantes, les normes sociales rigides et les aspirations au progrès modelaient-elles l'existence de ces millions d'individus? C'est cette exploration des différentes facettes de la vie familiale, des plus opulentes aux plus précaires, que nous allons entreprendre. Paris, en 1890, est une ville en pleine mutation, encore marquée par les transformations haussmanniennes qui ont redessiné son visage quelques décennies plus tôt. Ces bouleversements urbains ont certes modernisé la capitale, mais ils ont aussi eu des conséquences profondes sur l'habitat et la ségrégation sociale. Les quartiers populaires ont été repoussés aux périphéries, tandis que le centre s'embourgeoisait. La croissance démographique est fulgurante, alimentée par un exode rural massif et l'arrivée de populations provinciales venues chercher fortune ou simplement survivre. Ces nouveaux arrivants modifient la structure sociale et économique des quartiers, créant des melting pots culturels et des tensions. L'impact des nouvelles technologies est palpable. L'électricité commence à éclairer les grands boulevards et certains intérieurs privilégiés. Les transports en commun se développent avec l'apparition des omnibus et des tramways électriques. Mais leur accès demeure inégal. Si certains peuvent s'offrir le luxe de ces innovations, la majorité des Parisiens continuent de vivre dans des conditions qui rappellent davantage le siècle précédent. Les fumées des cheminées industrielles obscurcissent le ciel, et la promesse d'un avenir radieux ne brille pas encore pour tous. Ce Paris de 1890 est une ville de contrastes saisissants, un laboratoire social où se forgeait l'avenir, mais où les échos du passé résonnaient encore fortement dans le quotidien de chaque famille. Au cœur de cette effervescence, la maison parisienne elle-même était un miroir fidèle des fortunes et des mœurs de ses habitants. L'habitat bourgeois, souvent niché dans les immeubles haussmanniens majestueux, incarnait le confort et la représentation sociale. Ces appartements typiques, avec leurs hauts plafonds et leurs moulures, s'articulaient autour de pièces de réception spacieuses, comme le grand salon et la salle à manger, conçus pour impressionner les invités
et affirmer le statut de la famille. Les chambres à coucher étaient séparées, signe d'une intimité nouvelle et d'une conception de l'espace personnel qui se développait. La cuisine, bien que fonctionnelle, était souvent reléguée à l'arrière, loin des regards, car c'était le domaine du personnel de maison. Le rôle des domestiques était en effet central dans la vie bourgeoise. La cuisinière, la femme de chambre, la bonne d'enfant, n'étaient pas de simples employés. Elles faisaient partie intégrante de la structure familiale, vivant souvent sous le même toit et participant à la gestion quotidienne du foyer. Leur présence libérait les maîtresses de maison des tâches ménagères, leur permettant de se consacrer à l'éducation des enfants, aux réceptions mondaines ou à des activités caritatives. L'ameublement et la décoration étaient des marqueurs de statut social indéniables. Le style de l'époque, souvent éclectique, mélangeait des influences néo-Louis XV ou néo-Renaissance avec des objets importés d'Orient, des bibelots et des œuvres d'art accumulées pour témoigner du goût et de la richesse de la famille. Le salon, en particulier, était l'épicentre de la vie sociale, un espace où l'on recevait, où l'on discutait, où l'on montrait sa réussite. Mais à quelques rues de là, l'habitat populaire racontait une toute autre histoire, celle de l'exiguïté et de la survie. Dans les quartiers ouvriers, les immeubles d'habitation s'entassaient, souvent organisés autour de courées sombres et humides. Les logements, minuscules, devaient accueillir des familles entières, parfois composées de nombreux enfants, et même de locataires pour compléter les maigres revenus. La promiscuité était la norme, et l'intimité, un luxe inaccessible. Les conditions d'hygiène étaient précaires, l'accès à l'eau courante et aux commodités étant souvent limité à un point d'eau commun ou à des latrines extérieures partagées par plusieurs familles. Les maladies se propageaient rapidement dans ces environnements insalubres. Face à ces contraintes, les familles populaires faisaient preuve d'une ingéniosité remarquable pour optimiser chaque recoin de leur espace de vie. Les meubles étaient souvent modulables, servant à plusieurs usages, et les paliers ou les couloirs étaient parfois utilisés comme extension de la maison. La vie quotidienne à la maison était rythmée par une répartition des tâches domestiques qui variait considérablement selon les classes sociales. Dans les familles bourgeoises, la maîtresse de maison supervisait le personnel, tandis que dans les foyers populaires, chaque membre, y compris les enfants, avait sa part de responsabilité. La cuisine, qu'elle soit un espace dédié et bien équipé ou un simple coin-feu, demeurait le cœur du foyer. C'est là que se préparait l'alimentation typique, souvent frugale pour les classes modestes, composée de soupe, de pain et de quelques légumes. Pour les plus aisés, les repas étaient plus élaborés, avec de la viande, du poisson et des pâtisseries. Les moments de repas étaient des rituels importants, des instants de rassemblement familial, même si les conditions différaient grandement. Le sommeil et l'intimité étaient des défis constants dans des espaces partagés, où plusieurs personnes dormaient souvent dans le même lit ou sur des paillasses à même le sol. Ce contraste saisissant entre les intérieurs bourgeois et populaires ne faisait que souligner les profondes inégalités qui caractérisaient le Paris de 1890, une ville où chaque porte franchie révélait un monde à part entière. L'éducation des enfants, en 1890, reflétait également ces profondes disparités sociales, mais connaissait une transformation majeure grâce aux lois Ferry. L'école primaire, devenue obligatoire, gratuite et laïque, ouvrait ses portes à tous les enfants, offrant une opportunité inédite d'alphabétisation et d'accès au savoir pour les masses. Les petites filles, comme les petits garçons, fréquentaient désormais les bancs de l'école communale, un changement révolutionnaire qui jetait les bases d'une société plus instruite. Cependant, au-delà du primaire, les chemins divergeaient radicalement. L'accès à l'éducation secondaire et supérieure restait l'apanage des familles bourgeoises, qui envoyaient leurs fils dans des lycées prestigieux et leurs filles dans des institutions privées, où l'on cultivait les bonnes manières et les arts d'agrément. Les précepteurs et les cours privés étaient de monnaie courante pour s'assurer une instruction sur mesure et préparer l'élite aux grandes écoles ou aux carrières libérales.
Pour les familles populaires, l'école s'arrêtait souvent au certificat d'études, l'apprentissage d'un métier ou le travail des enfants devenant une nécessité économique dès le plus jeune âge. Les petites mains contribuaient aux revenus du foyer, que ce soit à l'usine, à l'atelier ou comme petits vendeurs de journaux, sacrifiant leur enfance sur l'autel de la survie familiale. Le monde du travail, à cette époque, était un creuset d'activité et d'espoir, mais aussi de dures réalités. Les hommes occupaient des postes variés, allant des ouvriers d'usine et artisans qualifiés aux employés de bureaux, fonctionnaires et professions libérales comme médecins ou avocats. Les femmes, quant à elles, jouaient un rôle crucial sur le marché du travail, même si leurs options étaient souvent plus limitées et leurs salaires inférieurs. Elles étaient blanchisseuses, couturières, modistes, ouvrières dans des manufactures textiles ou domestiques au service des familles aisées. Les conditions de travail étaient souvent pénibles. Les journées longues et les salaires minimes impactant directement le bien-être et la survie des familles. Malgré cela, nombreux étaient ceux qui nourrissaient l'espoir d'une ascension sociale par le travail acharné et l'épargne, rêvant d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Le travail n'était pas seulement un moyen de subsistance. Il était aussi un vecteur d'identité et de dignité, une voie vers une certaine émancipation, même partielle. Enfin, les loisirs et la vie sociale offraient des échappatoires indispensables aux rigueurs du quotidien et renforçaient les liens familiaux et communautaires. Pour les familles bourgeoises, le théâtre, l'opéra, les concerts et les promenades élégantes dans les parcs comme les Buttes-Chaumont ou le Bois de Boulogne constituaient des distractions privilégiées. Les réceptions mondaines et les dîners entre amis étaient des occasions de maintenir un cercle social et d'afficher une certaine aisance. Les familles populaires, elles, trouvaient leur joie dans des divertissements plus accessibles. Les bals musettes, les guinguettes en bord de Marne, les cafés-concerts avec leurs chanteurs populaires et les fêtes foraines qui égayaient les quartiers. Les dimanches et jours fériés prenaient une importance capitale, permettant des sorties en famille, des pique-niques ou simplement des moments de repos partagés. Ces instants de détente, qu'ils soient raffinés ou populaires, étaient vitaux pour la cohésion familiale et le maintien du moral face aux défis de l'existence. Le Paris de 1890, avec ses contrastes saisissants entre le faste et la misère, l'opulence et la survie, nous révèle une image complexe de la condition humaine. Les familles parisiennes, qu'elles soient bourgeoises ou ouvrières, faisaient preuve d'une résilience extraordinaire face aux défis de l'époque. Elles tissaient des liens solides, s'adaptaient avec ingéniosité et cherchaient le bonheur dans les petites victoires du quotidien. Cette ville lumière, en pleine effervescence, était un miroir fidèle de la société, où chaque famille, à sa manière, luttait, aimait et espérait. Aujourd'hui, en marchant dans les rues de Paris, nous pouvons encore ressentir l'écho de ces vies passées et nous rappeler que derrière chaque façade haussmannienne ou chaque ruelle pavée se cachent des histoires de familles qui ont façonné l'âme éternelle de cette capitale.